Je ne comprends pas, madame, qu'un homme intelligent et distingué comme Monsieur Moury, ayant une belle situation, veuille épouser une petite rouleuse comme la petite Fiou. Jeune femme hardie, effrontée, elle a non seulement des amoureux, mais des amants. Elle est considérée comme une vulgaire intrigante, une coucheuse. Vous êtes une vieille peau, une traînée, une fille publique, vous déshonorez par votre présence à Tulle la vie de Monsieur Moury. Si le 13 mai, vous n'avez pas quitté Tulle, si à cette date, vous n'avez pas exécuté les ordres que je vous ai donnés, malheur à vous et surtout malheur à votre horrible bâtarde. Moury, le cornard, le roi des cocus, enceinte de son amant, Joseph Trèche, avocat à Paris, fit sombrer le Polichinelle. C'est une peau, une grue, une salope. En 1943, au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, sort sur les écrans le film Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Le réalisateur français y raconte l'histoire d'une petite ville de province qui se retrouve soudainement noyée sous une vague de lettres diffamatoires signées par un mystérieux corbeau. Le corbeau a raison. Heureusement que ce matin j'ai reçu une lettre qui m'a ouvert l'œil. Quelle lettre? Celle-ci. Michel le saura, tout le monde le saura. Taisez-vous, le corbeau a raison, allez vous foutre. Sale type, sale type. Si dans son film, Le Corbeau est un homme, c'est en réalité une femme qui a inspiré son scénario à Clouzot. Cette femme, c'est Angèle Laval. Et c'est elle dont on a commencé à découvrir l'histoire dans le précédent épisode de Femmes coupables. En tout cas, les gens ne se plaignaient pas trop d'elle et petit à petit, elle a développé un comportement désagréable, intrusif, essayant de questionner, indiscret. Angèle Laval, la vieille fille à la bonne réputation, qui, à partir de l'année 1917, a tyrannisé la ville de Tulle, dans le centre de la France, en l'inondant de lettres anonymes. Angèle Laval, la femme invisible, qui s'est progressivement construit un personnage effacé derrière lui, un personnage qui lui donne du pouvoir, de l'autorité. Je suis l'œil de tigre. Ce personnage, c'est l'œil de tigre. Je suis invulnérable. Malheur à mes ennemis. L'œil de tigre, c'est une façon pour Angèle de prendre de la place dans l'espace public. C'est une façon de sortir de son statut de femme. C'est aussi une façon de faire du mal. Les calomnies, les rumeurs, les insultes, c'est pour faire du mal. Et ces lettres vont tuer. 2 fois. Tout le monde le sait, celui dont nous venons ici saluer les restes mortels ne nous fut pas ravi par quelque accident ou par quelque maladie, mais par l'arme la plus empoisonnée qui soit, et qui est venue le frapper dans le dos de la façon la plus sournoise et la plus odieuse. Et c'est sur la mort de cette première victime que notre récit s'est arrêté à la fin du dernier épisode. Au moment de la mort d'un homme, Gibert, qui avait été désigné dans une lettre comme étant le corbeau. Je suis Gibert, greffier. Comme étant l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est moi. Cette mort, qui n'est pas la dernière, constitue un virage dans cette affaire et dans le parcours criminel d'Angèle Laval. L'œil de tigre, c'est moi. Un parcours criminel qui va révéler par la suite l'un des grands enjeux de la délinquance féminine, à savoir la question de la folie. Autrement dit, et de façon un peu résumée, le fait de considérer qu'à la différence des hommes, la violence féminine peut s'appréhender comme une pathologie. Une femme délinquante n'est pas vraiment délinquante, c'est simplement une femme malade. Et cette figure de la femme folle, qui émergea au XIXe siècle en Europe, a fourni aux juges une solution facile pour gérer, entre guillemets, la spécificité de la criminalité féminine. Ainsi, l'internement, qui prend essor en France à partir des années 1940, va surtout concerner les femmes, notamment grâce au concept d'hystérie, qui permet de naturaliser la folie, en la situant dans le corps des femmes, au niveau de leur organe le plus emblématique, entre guillemets, féminin, à savoir l'utérus. Cette dynamique judiciaire s'intègre parfaitement dans le contexte paternaliste, infantilisant, dans lequel les femmes évoluent alors. D'une certaine façon, la femme n'étant qu'une femme, elle ne peut avoir qu'une responsabilité limitée. Et c'est bien ce qui va se passer avec Angèle Laval. Car Angèle Laval sera internée et déclarée hystérique. Et s'il ne s'agit pas d'un grand procès célèbre sur l'hystérie, cette affaire révèle justement la normalisation absolue, le caractère extrêmement standard en ce début de XXe siècle de la présence de l'hystérie dans les tribunaux.
Pour nous accompagner tout au long de ce récit, nous retrouvons Francette Vigneron, journaliste et autrice de l'ouvrage L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire des lettres anonymes de Tulle, ouvrage sur lequel cet épisode repose grandement. Mais vous entendrez aussi Isabelle Siak, psychologue et autrice, notamment de l'essai « En finir avec l'hystérie féminine » paru chez Plomb en 2023. Vous faites de cette femme une espèce de vampe, Les femmes sont exclues du monde judiciaire. de Circé. J'ai été bête, Cruelle, méchante, inflexible, pleine de défauts. sadique et perverse. Femme coupable, L'audience est suspendue. un podcast La Première, de Juliette Proutot, Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'est rien fait. réalisé par Anna Bui Et quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. et mixé par Simon Zrac. Ne me coupera pas la tête. Angèle Laval, Le corbeau est une femme, la suite. 3e épisode de cette nouvelle saison de Femme coupable. Le suicide de Gibert le soir de Noël 1921 a vraiment l'effet d'un électrochoc. D'autant plus que l'homme, connu pour sa douceur, sa gentillesse, était unanimement aimé dans sa ville. Sa mort va marquer un changement de perspective pour la population et la justice. Acte 1. La puissance du tigre. On est donc fin 1921. Son enterrement a lieu à Tulle avec la totalité de tous les tullistes. Il y a bien sûr Jean Laval et sa sœur. Il y a bien sûr la veuve de Gibert. Francette Vigneron, journaliste et autrice. Le préfet va faire un discours, le préfet Martin, tonitruant, en grand uniforme. Il faisait très mauvais ce jour-là, donc c'est affreux, l'ambiance est épouvantable. Et dans son discours, qui sera relayé pour la première fois intégralement dans le journal La Dépêche le lendemain, il révèle que depuis bientôt 4 ans, une campagne abominable qui sème la mort, le doute, l'horreur, etc., et aujourd'hui même la mort, qui vient frapper un homme honnête dans le dos par l'arme la plus empoisonnée qui soit, ces lettres anonymes, et il lance un appel à la justice en disant « C'est aussi un appel à la justice afin que son glaive s'abatte, certes à coup sûr, sans commettre il d'erreur. faudra que la justice frappe et vite, qu'elle trouve le coupable, Qu'il ne faudra pas déclarer irresponsable, car tout atteste leur pleine et entière entière responsabilité. responsabilité. Et il termine en disant, devant cette dépouille, etc., cette veuve et cette petite fille, il dit Parce qu'elle se trouve en en présence même du génie du mal. Boum. C'est la première fois que la presse en parle. Parce que depuis fin 1917, personne, pas un seul article, pas un seul entrefilet, c'est l'omerta totale. Angèle Laval, la vieille fille invisible, est donc devenue, grâce à l'œil de tigre, un génie du mal. D'une certaine façon, si l'on se place dans la perspective de cette jeune femme de 36 ans, c'est une sorte d'ascension sociale. D'insignifiante, elle devient centrale, extraordinaire. C'est elle qui récompense, c'est elle qui punit. Et elle embrasse la puissance offerte par le personnage qu'elle s'est construit, par le récit qu'elle imagine et qui l'éloigne de sa triste réalité. Pour elle, œil de tigre, dans sa tête d'œil de tigre, Francette Vigneron. vous imaginez la jouissance, l'excitation, l'angoisse, enfin bon, ce qu'elle a dû ressentir au Puy-Saint-Clair quand on a enterré Gibert, là, en écoutant le génie du mal, c'est elle, cette petite bonne femme auquel personne ne prête attention. On ne la soupçonne même pas. Elle prend une existence fantasmatique, parce que le génie du mal, on dit le diable en personne, bah oui, l'œil de tigre, le Lucifer de Tulle. Fin 1921, début 22, vous imaginez la place qu'a pu prendre l'œil de tigre dans son psychisme. La mort de la première victime de l'œil de tigre a aussi pour effet de mettre la communauté dans son ensemble face à ses responsabilités. Car si les lettres émanent d'une seule personne, d'un individu, les informations contenues dans les courriers sont diffusées grâce au reste de la population. Et c'est là l'une des forces perverses d'Angèle Laval, que de s'appuyer sur ce sentiment de jouissance, honteux mais bien réel, que procure le fait d'être en possession d'un secret qui concerne quelqu'un d'autre. Elle s'appuie, pour l'exacerber, sur la capacité de commérage, d'indiscrétion, sur l'excitation de la médisance, propre d'une certaine façon à toute communauté refermée sur elle-même.
Parce que les lettres ne sont pas simplement déposées chez les gens concernés par leur contenu. Non, ce serait trop simple. Cela n'aurait pas permis la propagation des calomnies, puisque chacun aurait pris garde de conserver ses propres secrets. Non, avec l'œil de tigre, les lettres que vous receviez étaient adressées à quelqu'un d'autre. Par exemple, on peut lire sur l'un des courriers la mention suivante. Que Madame Audibert remette cette lettre à l'abbé Tiala, c'est très urgent. L'abbé est prévenu. Or, non seulement l'abbé n'est évidemment pas au courant, mais surtout, cette enveloppe, elle n'a pas été déposée chez Madame Audibert. En l'occurrence, c'est les sœurs Lignac qui la trouvent dans le hall de leur immeuble. Et bien sûr, la curiosité est trop grande, alors elles lisent la lettre avant de la porter à Madame Audibert, qui, elle aussi, lit la lettre avant de la porter à l'abbé. En réalité, et comme le souligne Francette Vigneron dans son ouvrage, le génie d'Angèle Laval, c'est d'avoir adapté à l'écrit le système des clampes, système si cher à la région. Les clampes, ce mot occitan qui désigne celles et ceux qui colportent les informations locales, et les ragots. Et il y a une jouissance dans la participation à ce petit jeu pervers. D'ailleurs, à l'époque, à Tulle, on disait de quelqu'un mentionné dans une lettre qu'il s'était fait attraper. Et on pourrait croire que ce n'est qu'un détail, un détail de forme, de style. Mais ça ne l'est pas. Non seulement parce que cela va augmenter la caisse de résonance des ragots, des rumeurs, mais aussi et surtout parce que ce dispositif va rendre tous les habitants complices de l'œil de tigre. Si c'est Angèle qui initie, évidemment, cette dynamique malsaine, tout le monde est responsable de la diffusion des informations, du mal qui est fait, du mal qui en ressort. Et c'est pour ça que le décès du greffier de Gibert va bouleverser la communauté. Non seulement un homme est mort, mais d'une certaine façon, il est mort par leur faute à tous. Et c'est cette culpabilité de masse qui va faire exiger un châtiment exemplaire. Trouver le coupable incoupable pour alléger la conscience collective. La pression sur les enquêteurs commence à monter d'un cran. Acte 2. À la recherche de l'œil de tigre. La première personne, la seule en réalité, à avoir été suspectée d'être à l'origine des lettres, c'est Marie-Antoinette Fiou. Marie-Antoinette, on l'avait présentée dans le précédent épisode de la série. C'est la jeune femme que convoitait Jean-Baptiste Moury, le supérieur d'Angèle Laval, les quelques mois de 1917 où Angèle a travaillé à la préfecture. Marie-Antoinette et Moury ont fini par se marier, mais étonnamment, alors que la jeune femme a été l'objet d'une vraie campagne de diffamation au tout début des lettres anonymes, Jeune femme hardie, effrontée, elle a non seulement des amoureux, mais des amants. Elle est considérée comme une vulgaire intrigante, une coucheuse. Elle est ensuite systématiquement défendue, portée au nu par l'œil de tigre. Madame Fiou ne compte dans la préfecture que des sympathies. Elle est très sérieuse, une honnête et charmante jeune Mademoiselle Fiou est en butte à la jalousie féminine. Alors, pour les habitants de la ville, l'explication est vite trouvée. Si Marie-Antoinette est la seule à ne pas se faire injurier dans les lettres, c'est simplement parce que c'est elle qui les a écrites. La jeune femme est méprisée, injuriée par toute la communauté, certaine de sa culpabilité. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est soupçonnée et qu'il est reproché à la justice de ne pas l'avoir encore inculpée. Francette Vigneron. Mais que fait la justice ? C'est tellement évident puisque depuis que des gens de la préfecture ont déposé plainte, Jean Laval d'ailleurs, à la tête d'entre eux, avec constitution de partie civile, parce qu'il est aussi concerné par des lettres, lui, son épouse, etc. Depuis ce temps-là, début 1921, il y a des lettres il y a une enquête avec constitution de partie civile qui est ouverte. Et tout le monde déclare, la main sur le cœur, mais l'auteur des lettres anonymes ne peut être que, sans aucun doute, que Marie-Antoinette Fiou, épouse Moury. Et le juge n'inculpe pas. Donc pour moi, ça veut dire une chose très simple, c'est que ni lui, ni le procureur Nigaud ne pensent qu'elle est coupable. Et ils se disent, c'est trop facile que les soupçons se dirigent à ce point. Marie-Antoinette Fiou, Madame Maury, n'est pas une andouille. Elle n'aurait pas procédé comme ça, à se couvrir d'éloges, à se dire qu'elle était la plus belle, la plus intelligente, en agonisant d'injures tous les autres, si elle était vraiment l'auteur. Et en plus, elle a accouché à la maternité. Quand elle a accouché en 1921, elle était surveillée, elle est restée pas loin de 2 semaines à la maternité, où elle était surveillée en permanence. Et là, il y a eu des lettres. Donc, ils se sont dit, si c'est pas Marie-Antoinette, c'est donc quelqu'un d'autre. Et quel pourrait être le mobile ? Est-ce que tout ne serait pas fait justement
pour qu'on accuse Marie-Antoinette Fillou, devenue épouse Maury, qu'on lui ruine son couple. Et c'est là que pendant un interrogatoire, enfin une audition plus exactement, Jean-Baptiste Maury va révéler pour la première fois au juge d'instruction avec beaucoup de difficultés l'histoire des premières lettres reçues fin 17, dont il n'avait jamais parlé. Et pour la première fois, il raconte l'agression dont il a été l'objet dans le bureau de Jean Laval 2 ans avant. Et il dit, cette fille voulait, en m'obligeant à la compromettre, pouvoir peut-être m'obliger à l'épouser et en me mettant en difficulté avec le préfet et avec son frère. Au début de l'année 1922, après la mort de Gibert, les soupçons des enquêteurs se tournent donc vers Angèle Laval. Or, l'œil de tigre ne s'est pas calmé après cette première victime. Au contraire, le double de papier de la jeune femme est déchaîné. Les rengaines insultantes, malfaisantes recommencent. Les plaignants ont voulu du bruit, tant pis pour eux. Il était facile de tout arranger. Moi, l'œil de tigre, je saurais défendre et protéger Madame Maury, et je suis pour elle le talisman du bonheur. Et les menaces aussi. Des excuses, moi, l'œil de tigre, j'en exige. J'en exige des publics. Sinon, plus que jamais, lettres anonymes et articles de journaux feront fureur. Nul ne me prendra jamais. Non, moi seul, l'œil de tigre, depuis 4 ans, seul et sans complice, je suffis à ma tâche. Mon talisman ne m'abandonnera jamais. Je suis le Lucifer de Tulle. Devant moi, écartez-vous. On a l'impression qu'au fur et à mesure, comme elle n'est pas prise et tout ça, et il y a un côté, elle s'auto-hypnose avec son propre truc, quoi, avec ses propres fantasmes, enfin ses propres délires. Hein, c'est quand même un peu délirant. Isabelle Siac, psychologue et autrice. Et elle finit par vraiment y croire. Ouais. C'est qu'il y a une part de soi qui... Enfin, c'est très péjoratif de le dire comme ça, mais alors vraiment, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, qui joue la comédie, qui s'invente une histoire, quoi. Et nous, en tant qu'êtres humains, tout le monde se raconte des histoires parce qu'on est des êtres humains. Mais après, le passage de se raconter une histoire à raconter une histoire qui engage d'autres personnes et qui potentiellement envoie des gens en prison ou machin, bon, bah, ça, c'est autre chose. À la fois, elle a conscience de ce qu'elle fait, elle a parfaitement conscience de ce qu'elle fait, et en même temps, elle est dans un rôle. Donc, quand vous jouez un rôle, que vous êtes sur scène, vous avez conscience que vous êtes sur scène, vous jouez votre rôle, sinon vous n'arriveriez pas à être un bon acteur. Donc, c'est juste une excellente actrice. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, c'est une excellente actrice. Ce qui est étrange avec cette affaire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on sent Angèle jouir de son sentiment d'impunité, de sa toute-puissance, l'œil de tigre continue de la dénigrer dans ses lettres. Évidemment, cela permet d'éviter un minimum de soupçons, mais quand même. La façon dont l'œil de tigre parle d'elle est aussi violente que lucide. Par exemple, quand elle dit « Moi, l'œil de tigre, je suis invulnérable et au-dessus des coups de tous. Je vais continuer, faucher, détruire les ménages, voilà mon œuvre. En 1919, 20, j'ai réussi. Angèle Laval me gênait. L'œil du tigre est heureux. Vaincu les Bello, Chevalier, Favarque, Dufour, Audubert, etc. Mais la lutte pour eux n'est pas finie. Angèle l'altière, orgueilleuse et mijaurée. Mais les souffrances ne font que commencer. Allons Angèle, un bon mouvement, un saut dans la Corrèze, une dose de cyanure de potassium et tu seras guérie. Évite-toi la honte des assises. Angèle, tu es condamnée. N'oublie pas Angèle, tes moqueries et calomnies. Ça doit quand même être étrange d'écrire ces mots de tels mots et de se les adresser à soi-même. De s'insulter, même pour de faux, de s'encourager, même pour de faux, à se suicider. À elle-même, Angèle se met à préférer l'œil de tigre. Mais alors qu'elle poursuit son jeu pervers, et après des années, l'enquête s'accélère. Le juge et le procureur ont réuni une somme, il y a eu une souscription de 5 000 francs qui a été réunie dans Tulle pour aider la justice. Francette Vigneron. Et avec cette somme, et avec l'accord du procureur général de Limoges, ils vont faire appel aux meilleurs experts en analyse d'écriture et de documents de l'époque, le docteur Edmond Locard, qui exerce à Lyon et qui est le créateur en 1910 du premier labo de police scientifique. Ils font appel à Locard et pour ça, il faut le payer, c'est une expertise.
Et depuis la mort de Gibert, les lettres, enfin, sont sorties des tiroirs et les gens les ont déposées dans le cabinet du juge d'instruction Richard, qui a pu ainsi en réunir 110. Il a de la matière. Et ils envoient tout à l'OCAR, à Lyon. C'est là qu'il a l'idée, il propose au juge d'instruction, au prof, d'organiser des dictées à Tulle, au palais de justice. Il convoque 8 femmes, donc pas d'hommes sont convoqués, et il noie le poisson en convoquant Marie-Antoinette Angèle Laval, la mère d'Angèle Laval et la tante Élisa, sœur cadette de sa mère. Du côté Marie-Antoinette Fiou, il y a sa maman et sa jeune sœur, Adeline, donc ça fait 6, et 2 femmes qui s'appellent Madame Souni et sa fille Thérèse, ça fait 8. Donc 8 femmes sont convoquées ce matin-là. Il s'agit là non pas de tirer des conséquences psychologiques de l'écriture, c'est l'expertise de documents, donc savoir si en comparant les écritures, entre les anonymes et les dictées, on retrouve le même graphisme. C'est vraiment une expertise des documents, avec des mesures des lettres, comment elles sont penchées, etc. Et la première qui passe, c'est Angèle Laval le matin. Il est 9h10, ce lundi 16 janvier 1922, quand Angèle Laval, accompagnée de sa mère et de sa tante, se présente au tribunal. Des journalistes, informés du déroulé de l'expertise, se pressent déjà aux portes du palais. Angèle, décrite par l'un d'entre eux comme très brune, mince, petite et ayant l'air d'avoir beaucoup souffert, les interpelle et s'offusque. Je ne comprends rien à ce qui arrive. J'ai été avec mon frère une des premières victimes de ces maudites lettres. On a raconté que j'avais été la rivale de Mademoiselle F, qui est devenue Madame M. Et les lettres que reçut Monsieur M avant son mariage me traînaient dans la boue et toute ma famille. Drôle de façon que j'aurais eu de me recommander à celui que j'aurais voulu pour mari. Les lettres qui ont suivi ont attaqué mon frère, mon père mort depuis plus de 30 ans, des cousins éloignés, mes amis les plus chers. Je me suis portée partie civile contre l'auteur inconnu de ces lettres. J'ai vu le juge d'instruction, mais il ne m'a pas incriminé. Ses soupçons se portaient d'ailleurs ouvertement sur qui vous savez. Que se prépare-t-il maintenant contre moi ? Je l'ignore. En tout cas, dites bien que j'ai toujours été étrangère à ces infamies. Après cette déclaration, faite les sanglots dans la voix, la jeune femme entre dans le tribunal. Le greffier l'accueille, l'installe à une table, face à une feuille blanche et un encrier. Le docteur Locard, l'expert, est à ses côtés. Il l'observe. Il fait silence et commence la dictée. Comme je l'avais écrit le 19 novembre au décroteur qui garde les bourricots. Elle reprend l'une des lettres de l'œil de tigre. À la porte de la pouponnière, où a été soignée cette personne collante qui fait des calembours. Cette personne collante qui fait Angèle des s'applique, calembours. elle semble très concernée, elle prend énormément de temps pour écrire cette première phrase. Elle repasse sur chaque lettre, elle appuie le trait. Vous en serez pour vos frais, vous et vos amis. La dictée se poursuit. Moins que jamais, Monsieur Moury quittera Tulle. Moins que jamais, Monsieur Moury quittera Tulle. Au fur et à mesure, C'est lui l'expert qui accélère le refusera rythme, le laissant moins de temps à la bonsoir à suspecte ceux pour qui travailler son pensent écriture, voix qui féroce, change. s'essaient Les lettres de s'espacent. saluer. Le trait est plus fin, plus simple. Madame Moury va sortir victorieuse comme on est sorti il y a 2 ans, Mademoiselle Fiou. Elle triomphera de ses ennemis comme elle sut alors en triompher. Malheur à ceux qui eurent la langue trop longue. La dictée se poursuit pendant près d'1h30. En sortant de la pièce, Angèle Laval fait un genre de crise de nerfs. Elle se calme au bout d'une vingtaine de minutes et annonce alors, l'air de rien, aux journalistes qui se trouvent toujours devant le tribunal que tout s'est bien passé, qu'il n'y a eu aucun souci, mais qu'elle doit revenir en début d'après-midi pour effectuer une seconde dictée. Elle retourne effectivement au palais de justice à 14h, effectue de nouveau un exercice de dictée avec le docteur Locard et repart, cette fois sans un mot pour les journalistes. Il lui fait écrire 4 pages de grand format, c'est-à-dire supérieur au A4. Francette Vigneron. Début mars, il rend un premier rapport au juge, un rapport confidentiel, où il dit toutes les lettres sont sans le moindre doute, à part 2 ou 3, mais il le dira, il précisera, sur les 110, de la main d'Angèle Laval. Et il explique pourquoi. Il dit, quand elle est arrivée, contrairement à tous les autres qui ont écrit simplement, spontanément et sans détour et calmement, Angèle Laval présentait un état de tension extrême. Elle dit, et la première ligne que je lui ai dictée, elle a mis 12 minutes à l'écrire. Il dit, je lui ai dicté jusqu'à lassitude et à partir de la 5e ligne,
j'ai vu réapparaître un à un tous les idiotismes, c'est-à-dire les caractéristiques automatiques d'une écriture qu'il y avait dans les lettres de l'œil de tigre. L'œil de tigre en a tant écrit de lettres que cette écriture seconde est devenue quasiment son écriture première. Et c'est imparable. Les conclusions du rapport fuitent dans la presse. L'œil de tigre, c'est Angèle Laval. Coup de tonnerre. Coup de tonnerre total. Comment? Alors, ça va, vous imaginez les rues, maintenant que vous connaissez les clampes. Alors là, les langues étaient surchauffées, en surchauffe. Mais surtout, d'abord, c'est l'incrédulité. Ce petit bout de femme, là, si discrète, si polie, si inintéressante, si invisible, d'une certaine façon. C'est pas possible. Acte 3. La fin du tigre et le jugement d'Angèle. Stupeur et incrédulité à l'annonce de la culpabilité, encore présumée à ce stade, d'Angèle Laval. Personne n'aurait misé un sou sur elle. Parmi tous les noms qui ont pu circuler depuis l'arrivée du corbeau, jamais le sien n'a même été évoqué. C'eût été ridicule, enfin. Elle qui est si élégante, si polie, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle qui ne sort jamais seule, qui marche toujours 2 pas derrière sa mère. La petite demoiselle de la barrière, elle qui est toujours si discrète. Personne n'a jamais pensé à Angèle. Parce que, de façon générale, personne ne pense à elle en réalité. C'est son inexistence, son invisibilité sociale, qui a permis à l'œil de tigre non seulement d'apparaître, mais de croître à mesure que son impunité se renforçait. Et alors qu'Angèle Laval est démasquée, l'œil de tigre disparaît. La jeune femme nie avec véhémence, conviction. Elle, dont on louait la discrétion, la bonne tenue, semble perdre pied. Elle s'enfuit plusieurs fois en chemise de nuit, on se demande où elle est. Dès qu'elle doit franchir la rivière de la Corrèze, qui traverse la ville de Tulle, c'est avec la menace de se jeter dedans. Son avocat la retrouve un petit matin en pyjama, endormie devant la porte de son cabinet. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se détraque chez la jeune femme. La confrontation avec la réalité semble insupportable pour Angèle. Il y a quelque chose de spectaculaire, de grandiloquent, de dramatique dans sa chute. En tout cas, c'est de cette façon-ci qu'elle a envie qu'on la regarde. Et alors que tous attendent l'inculpation officielle de la jeune femme, puisque le rapport est tout juste sorti, ce n'est pas encore le cas, un second drame vient secouer la ville. Nous sommes le 11 avril 1922. Angèle racontera que sa mère a eu l'idée qu'elles aillent toutes deux se suicider par noyade. Francette Vigneron. Angèle n'est pas encore inculpée, je précise, et elles vont à pied à 15 km, un peu relayées par un charretou tiré par un âne qui leur permet de faire du stop sur quelques kilomètres. Mais elles arrivent à l'étang de Ruffo, un étang gigantesque qui fait plus de 20 hectares. Et donc elles déposent leurs effets, c'est-à-dire chapeau, manchon, sac à main, parapluie, manteau, une petite carte sur laquelle est écrite Madame Marie-Louise Laval, c'est-à-dire le prénom de sa maman, 111 rue de la Barrière à Tulle. Et elles font la prière des morts ensemble, et Angèle, toujours Angèle qui raconte, donc c'est sa mère qui a eu l'idée du double suicide. Sa mère reste sur place à l'endroit où elles sont arrivées, et Angèle s'éloigne, contourne une partie de l'étang, et là, que se passe-t-il ? On le sait grâce à 4 hommes qui reviennent en sens inverse du chemin, en longeant l'étang, à l'opposé, à peu près 3/4 d'heure plus tard, en fonction de l'heure. Et au début, il y en a un qui mène ses vaches et qui voit une femme, il décrira assise au bord de l'eau, qui, à notre approche, s'est laissée glisser dans l'eau, sur le dos, mais sans mettre la tête sous l'eau. Il se précipite avec ses camarades pour la sortir de l'eau. Elle se débat en disant « Laissez-moi me noyer, je veux mourir, ma mère est noyée dans l'étang ». Et ils sortent la femme, ils l'emmènent chez eux, ils appellent un médecin, on prévient le frère, le procureur, les gendarmes à cheval arrivent de Tulle pour mener l'enquête, mais on ne peut pas faire des recherches pour retrouver le corps de Madame Laval le soir. Les 2 gendarmes, Barrault et Combesco, font un très très bon plan de la scène où était assise Angèle, etc. Ils recueillent les témoignages, et le lendemain matin, dans la matinée, grâce à une barque et un pic muni d'un crochet, on remonte le corps de Madame Laval qui a un peu dérivé vers la bonde de l'étang.
Alors que le décès du greffier, Gibert, quelques mois plus tôt, avait provoqué la colère de toute la communauté, la mort de Madame Laval génère plutôt de l'inquiétude, comme une sorte d'angoisse palpable. Parce que les conditions, le contexte qui entoure cette mort vont apparaître comme de plus en plus étranges. Certes, pour la justice, Madame Laval s'est suicidée, puisqu'aucune trace de violence n'a été retrouvée sur son corps. Sa fille n'est donc pas poursuivie pénalement pour ce fait. Mais la version d'Angèle, selon laquelle c'est sa mère qui aurait organisé cette sorte de suicide collectif, cette version selon laquelle Angèle comptait, elle aussi, mettre fin à ses jours, eh bien, elle ne tient pas la route. D'abord, elle raconte avoir laissé sa mère au moment où celle-ci entre dans l'eau pour éviter de l'entendre, d'assister à sa mort. Et pourtant, quand on regarde là où la jeune femme s'installe ensuite, soi-disant pour mourir à son tour, eh bien, force est de constater que cet endroit offre une vue idéale sur la partie du lac où sa mère se noie. Et puis, il faut aussi savoir, et ça c'est Francette Vigneron qui nous l'apprend, qu'à cet endroit de l'étang, là où Angèle finit par se laisser glisser dans l'eau, eh bien on y a pied. Il y a en effet à cet endroit un ancien passage empierré qui sépare la berge d'une petite île au milieu de l'eau. Le fond n'est donc pas aussi profond que dans le reste de l'étang. Clairement, ce n'est donc pas le lieu idéal si on tient vraiment à se suicider. Et il y a aussi le témoignage des hommes qui ont repêché la jeune femme. Ils le disent tous. Angèle rentre dans l'eau quand elle voit ou entend les gens qui s'approchent. Ils le disent à demi-mot. Elle n'avait pas du tout l'intention de mourir. Et c'est l'avis d'à peu près tout le monde à l'époque, comme aujourd'hui. Mais pourquoi Angèle Laval met en scène sa tentative de suicide ? Et surtout, pourquoi organiser la mort de sa mère ? Quel est son intérêt là-dedans ? Il y a un détail juridique que pointe Francette Vigneron dans son livre sur l'affaire. Elle explique que la mère n'avait pas encore été entendue par le juge d'instruction. Elle allait être convoquée pour déterminer ce qu'elle savait des agissements de sa fille. Mais la date n'avait pas encore été fixée. Et c'est probablement ce qu'Angèle voulait à tout prix éviter. Parce que sa mère, elle la connaît. Elle sait que Madame Laval n'a pas une grande force de caractère. Elle sait qu'elle a vécu de grandes périodes de dépression, qu'elle a été internée un temps. Elle sait qu'elle ne tiendra pas la pression que pourrait lui mettre un juge d'instruction. Or, il semble tout bonnement impossible que la mère n'ait pas été au courant des agissements de sa fille. Qu'en 4 années de lettres hebdomadaires, elle n'ait jamais vu Angèle ni écrire, ni déposer un courrier. Surtout sachant qu'elle formait un vase clos à elle deux. Rappelez-vous, Angèle ne sortait jamais seule, jamais sans sa mère. Madame Laval savait des choses, et sa fille avait tout intérêt à ce que ces informations disparaissent. Quitte à faire en sorte que sa mère disparaisse avec elle. J'ai reconstitué de manière très scrupuleuse tout ce parcours de Tulle. Je suis partie à la même heure, j'ai fait à pied la même route, je me suis assise, j'ai vu l'endroit où elle était, etc., etc. Et c'est quand je me suis assise, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait au moins 3/4 d'heure d'attente avant que les gens arrivent. C'est long, hein. Et cette vue qu'elle avait sur l'endroit où sa mère venait de couler, de se noyer, elle, que j'ai pris la mesure de qui elle était. J'avais quand même tendance encore à sous-estimer un peu ce bout de machin, là, aux grands yeux bleus, dans sa férocité. Et là, j'ai eu accès à la partie la plus impitoyable d'Angèle Laval, qui n'a pas hésité à suicider sa mère, d'une certaine façon, à se débarrasser du maillon faible. Si Angèle Laval s'est construit au travers de l'œil de tigre, un personnage et donc une réalité alternative, si d'une certaine façon elle a très certainement cru à cette réalité, la mort de sa mère traduit une autre facette de sa personnalité. Parce que tout d'un coup, Angèle est bel et bien revenue dans la nôtre de réalité. Si l'on valide l'hypothèse la plus vraisemblable au regard des faits à notre disposition, à savoir qu'elle a convaincu qu'elle a poussé sa mère au suicide, cela signifie que la jeune femme est alors très consciente de sa situation, des peines qu'elle encourt par exemple, peines légales évidemment, mais aussi en termes sociaux au sein de sa communauté. Elle est très lucide sur ce qu'il risque de lui arriver. Elle sait qu'elle a fait du mal, que ce qu'elle a fait est répréhensible, et sait donc faire la différence entre le bien et le mal. Et elle espère alors échapper aux conséquences de ses actions. D'ailleurs, depuis qu'elle a été démasquée, l'œil de tigre s'est tu.
Après la mort de Madame Laval, Angèle est inculpée pour diffamation, injure publique et privée. Nous sommes à la fin du mois d'avril et Jean, son frère, mais aussi son avocat, le procureur de la République, s'accordent tous sur l'importance de la soumettre à une expertise psychiatrique. Ce qu'ils soupçonnent, l'hystérie, bien sûr, la pathologie psychiatrique la plus diagnostiquée pour justifier les comportements déviants des femmes. Mais l'hystérie, avant d'être instrumentalisée pour soumettre la femme, c'est une vraie maladie. C'est très prétentieux de ma part de répondre ce que c'est que l'hystérie parce que Isabelle Siac. Des générations, et quand je dis des générations, c'est depuis des siècles de médecins se sont acharnés dessus. Donc je dirais qu'il y a plusieurs manières de la caractériser, mais si on s'en tient aux symptômes, l'hystérie, c'est une façon d'exprimer de la douleur ou l'angoisse, souvent l'angoisse qui passe par le corps. Et donc les premiers signes d'hystérie, même chez les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était, puisque c'est à ce moment-là que l'hystérie a été nommée telle quelle, c'était la boule dans la gorge, la sensation d'étouffement. Après, il y a eu des convulsions, des paralysies, des choses comme ça. Mais vraiment, à la base, c'était, oui, la boule dans la gorge. Il y a une hystérie, je dirais, normale qu'on partage tous. C'est une façon d'exprimer l'émotion, voilà, qui est plus spectaculaire que la moyenne. Et puis, il y a l'hystérie pathologique. Dans le cas d'Angèle Laval, là, c'est de ça qu'on parle. C'est une vraie maladie qui peut être extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre du tout à la rigolade ou à la légère ou par le mépris. Parce que ça peut effectivement être une maladie très grave qui mène à des maladies physiques, au suicide, enfin, voilà. En 1980, l'hystérie est supprimée du manuel diagnostic et statistique, le fameux DSM, outil officiel international de classification des troubles mentaux. Le caractère protéiforme, trop large, trop flou, trop psychanalytique aussi, ne correspondant plus aux besoins des patients et de la nouvelle génération de médecins. Mais en avril 1920, au moment où Angèle est emmenée à l'asile de Nauja, à Limoges, pour être examinée par 3 aliénistes, comme on les appelle alors, eh bien, à cette époque, l'hystérie est une réalité bien courante pour les femmes. Alors l'hystérie, c'est associé aux femmes, parce qu'en fait, donc, les Grecs au 5e siècle, Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui quand même remonte à un certain temps, avait constaté chez les femmes un certain nombre donc, de symptômes, donc effectivement des palpitations, des boules dans la gorge, des choses comme ça, qui n'expliquaient pas, qui ne savaient pas expliquer. Alors, je ne sais pas ce que ça pouvait être à l'époque, est-ce que c'était hormonal, ou est-ce que simplement les hommes avaient la même chose et qu'ils ne l'exprimaient pas, j'en sais rien, mais le fait est que les médecins à l'époque ont attribué ça à l'utérus, d'où le mot hystérique, puisque ça vient de la racine grecque utérus. Et donc à l'époque, l'utérus, c'était, comme il n'y avait pas d'anatomie, enfin, on pensait que c'était un petit animal qui se baladait dans le corps, et que selon qui montait ou qui descendait, en fait, ça créait des perturbations à l'intérieur du corps, et donc pour le stabiliser, c'est là que ça devient marrant, mais c'est marrant, mais c'est encore dans les esprits aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant, que pour le stabiliser, il fallait l'alourdir. Et donc l'alourdir, le truc le plus efficace, c'est qu'il y a un enfant dedans, et qu'il fallait aussi, à défaut, que l'utérus soit régulièrement lesté de sperme, parce que ça aussi, ça le stabilisait. La femme n'habite pas réellement son corps. Non, mais ça va très loin, cette histoire, puisqu'elle a en elle, un organe qui est assez autonome. Elle n'habite pas vraiment son corps, elle n'est pas vraiment responsable de son corps. Et les débats sur l'avortement et tout, il y a en fond toujours un peu ce truc-là. L'effet de l'hystérie sur les femmes, c'est les mettre sous cloche, hein, ça c'est clair et net. Hein. C'est de les mettre sous la protection. Elles ont besoin d'être protégées. Elles ont un utérus qui les rend fragiles parce que c'est voilà, et donc faut les protéger. Le lien entre l'hystérie et la sexualité féminine est donc immédiat, évident. Mais les injonctions à l'encontre des femmes ont évolué. Pour résumer de façon un peu rapide, chez les Grecs, elles devaient avoir une sexualité régulière. Les Romains vont reprendre cette théorie, sauf que pour certains, il fallait au contraire qu'elles soient abstinentes. Et puis arrive ensuite Freud, au XIXe siècle, pour qui les causes de l'hystérie féminine tiennent en 2 mots. Frustration sexuelle. C'est très simple, hein. Et en fait, au départ, Freud n'est pas débile, hein, bien sûr. C'est pas aussi simple que ça. Au début, il entend effectivement plein de femmes qui racontent des histoires, et des hommes aussi d'ailleurs, qui racontent avoir subi des attouchements, des viols, des machins. Et il est pris de saisissement. Il dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de délinquants en puissance. Et puis lui, il a un côté, c'est marrant, parce qu'il a l'image un peu sulfureuse de la sexualité, Freud et tout, alors qu'il est assez prude.
peut-être les 2 vont ensemble, mais bon. Et donc pour lui, c'est pas possible. En plus, lui-même est un père de famille respectable. Enfin, il peut pas. Enfin, c'est pas possible en fait. Et puis même pour eux aussi, très prosaïquement, développer sa clientèle, tout ça, machin, c'est pas terrible quand même. Et donc, pour toutes ces raisons, à un moment, il tranche et il considère que finalement tout ça, c'est du fantasme. Puis ça arrange bien tout le monde, enfin tout le monde. Ça arrange bien effectivement la société patriarcale de l'époque, puisque c'est les femmes qui fantasment et c'est de la frustration sexuelle. Elles ont fantasmé qu'elles étaient séduites par un homme et en fait, l'homme s'intéressait pas à elles. Du coup, elles ont été frustrées. Du coup, elles sont mal, quoi, en gros. Et du coup, elles s'inventent des trucs, d'où l'histoire du mensonge, d'où l'histoire d'une espèce de double vie qu'elles s'inventent, voilà. La femme qui n'a pas de sexualité ou qui est pas... Et alors là, pareil, au Moyen-Âge, les sorcières, c'était pareil. Ça aussi, ça a été documenté. C'était des femmes qui souvent étaient célibataires, soit veuves, soit qui n'avaient pas envie de se remarier. Les femmes ménopausées aussi, qui ne pouvaient plus avoir d'enfants. Toujours pareil, l'histoire de l'utérus. Alors là, c'était très dangereux parce que c'était des femmes libres, potentiellement immorales. Puisque elles pouvaient aller piquer les maris, elles pouvaient, enfin voilà, elles avaient une vie potentiellement, et notamment les femmes ménopausées, potentiellement une vie sexuelle libre, puisqu'il n'y avait pas de risque de tomber enceinte. La moralité, mais c'est très très ancré, quoi. La femme morale, elle est mariée, elle fait des enfants dans le mariage. Voilà. Et aux autres, aux frustrés, il reste donc l'hystérie. Tout dans le comportement d'Angèle Laval correspond au tableau imaginé par Freud et ses collègues avant lui. Une vieille fille, jamais mariée, qui n'a pas eu d'enfant, et dont la frustration sexuelle l'a conduit à l'hystérie, et donc à la folie et au mensonge. C'est ce que vont constater les 3 aliénistes de l'asile de Limoges, en ce mois d'avril 1922. Et Angèle ne le sait pas encore, mais son internement va durer plus de 9 mois. Voici comment débute leur rapport médical. Il nous a paru nécessaire de soumettre l'inculpé à une longue observation. Les actes délictueux offraient des caractères étranges. Angèle Laval niait les avoir commis. La maladie cérébrale pouvait être à la forme rémitante ou périodique, d'où la nécessité d'examens renouvelés, suffisamment espacés, séparés par des intervalles de répit avec surveillance discrète et attentive. De cette surveillance discrète et attentive émerge alors clairement pour ces spécialistes la présence de l'hystérie. L'hystérie est un grand facteur de perversion morale, de déformation des sentiments, d'obscurcissement des facultés de contrôle. Il est superflu de s'attarder à démontrer que la campagne des lettres anonymes de Tulle doit être l'œuvre d'un sujet hystérique. On voit s'y manifester de la haine, de la tendresse, de la méchanceté, de la curiosité, de l'habileté, du remords. Les sentiments les plus divers s'y entrechoquent bruyamment. Et les événements se sont déroulés d'une manière pour ainsi dire classique. Le coupable a été plaignant, des innocents ont été inquiétés, des victimes se sont suicidées, l'administration et l'opinion publique se sont émues. Il ne reste plus vraiment pour éclaircir le mystère qu'à trouver l'hystérique. Angèle Laval en est une indéniablement. Et pour confirmer ce diagnostic, les aliénistes vont procéder à différents examens, physiques cette fois, à laquelle ils précisent que la jeune femme se soumet, je cite, « de très bonne grâce ». Et c'est peu dire que les tests en question relèvent de la torture et non de l'examen médical. Angèle Laval va subir plusieurs séances de transfixion, c'est-à-dire qu'on va lui enfoncer une longue aiguille dans la pulpe des doigts, à l'intérieur de la paume des mains et de la plante des pieds. On lui percera aussi les tétons et la langue. On lui fait subir ce qu'on appelle alors une compression des globes oculaires. Autrement dit, on appuie très fort et longtemps sur ses yeux. On lui fait aussi porter une ceinture à comprimer les ovaires, pour la calmer. Cette ceinture est supposée permettre de faire pression sur les ovaires grâce à un système de vis qui appuie à ce niveau-là du corps des patientes. Tout cela est décrit dans le rapport d'expertise. Nous sommes en 1922 et ces types de traitements, entre guillemets, ne choquent absolument personne. Ni les médecins, bien sûr, ni les juges, ni la famille d'Angèle, ni son avocat, ni même la jeune femme d'ailleurs. Ça donne donc une idée du degré de normalisation de ce genre de pratique dans la société de l'époque. Une femme jugée pour un délit, pas un crime, pas un meurtre, un délit, peut passer des mois internée à subir, de très bonne grâce, des actes de torture et personne n'y trouve rien à y redire. La violence de cette banalité est terrifiante. Les bûchers des sorcières ne sont vraiment pas bien loin. Et alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans le procès d'Angèle Laval, c'est le rôle des médecins, parce qu'il y a ce truc, mais alors qui date vraiment des procès en sorcellerie, c'est là que ça commence, où les médecins sont appelés comme experts,
parce qu'il voit bien que ces pauvres malheureuses qui sont envoyées au bûcher, donc quand même, il faut essayer d'en sauver certaines. C'est très marrant parce qu'à l'époque, il y a un enjeu aussi pour les médecins d'acquérir une place sociale, parce que c'est toujours l'Église qui décrète qui a raison et qui a tort. Et donc là, ils s'immiscent discrètement, mais assez sûrement, dans ces histoires de procès en sorcellerie qui sont donc menées par l'Inquisition, donc l'Église. Et ils en sauvent certaines justement avec des méthodes qui sont, non mais c'est incroyable, et qui sont les mêmes que dans ce procès. C'est-à-dire le coup de l'aiguille, ça date des procès en sorcellerie. C'est-à-dire qu'on enfonçait une aiguille effectivement dans des parties assez sensibles, alors le bout des doigts ou les tétons, alors là aussi ce qui lie la sexualité, l'hystérie, tout ça. Et si la personne ne sent rien, alors il y a présomption quand même qu'elle est habitée par le diable. Et si elle reconnaît qu'effectivement elle est habitée par le diable, bon alors là, on l'envoie se faire exorciser, ça va, elle est sauvée. Si elle refuse d'admettre que voilà, c'est comme ça, ça veut dire qu'elle ment et que hop, le bûcher. Et Angèle va suivre un petit peu cette tactique de sorcière, comme on dit, et avouer à demi-mot. Dans une très longue lettre adressée à l'un de ses psychiatres le 22 août 1922, soit presque 5 mois après le début de son internement, Angèle finit par reconnaître sa culpabilité. Depuis longtemps, une fièvre perfide glissait en moi, laissant sa proie affaiblie, anémiée, écrasée d'hébétude. Mais le mal, docteur, n'abat-il point les plus forts et les plus résolus? Ne tape-t-il point dans tous les rangs? Le feu couve longtemps, puis il éclate. Qui allume ce feu secret? La passion contrariée, l'amour déçu, la violence des instincts primitifs, les soucis, les peines qu'une voix ensorceleuse, messagère de folie inspire. Le désir frénétique et cette folie se déchaînent parfois chez les gens les plus corrects. Une confession qui préfigure en réalité le système de défense qu'elle construit discrètement en se jouant des regards paternalistes des médecins. Moi, je suis persuadée que dans la lettre qu'elle écrit à Anglade, elle a joué sur la crête de la pauvre petite Angèle. Il ne doute pas qu'elle soit coupable, par contre, qu'elle ait écrit les lettres, mais qu'en même temps, c'est déjà bien dur tout ce qui lui arrive et tout. Les 9 mois qu'elle a passés dans les asiles pour son expertise lui ont été finalement profitables parce qu'elle a élaboré le meilleur système de défense qu'elle pouvait élaborer, grâce aux conclusions des 3... Moi, je lui dis, Angèle, non mais elle avait une puissance mentale, cette nana. Et l'expertise rendue par les 3 aliénistes abonde dans ce sens. Leur rapport, aussi misogyne que poétique d'une certaine façon, conclut qu'Angèle n'est pas folle, mais déséquilibrée. Et donc, sa responsabilité pénale existe, mais elle doit être très réduite. Ils écrivent. Il s'agit bien d'une hystérie qui a côtoyé les frontières de la folie sans y pénétrer en aucun point. C'est pourquoi le terme de démence ne lui est pas applicable. L'inculpé a écrit sa correspondance, non dans la nuit, mais sous une sorte de crépuscule sombre. Il est manifeste que l'instinct général a été mis en éveil par la perspective d'un mariage ou d'autres causes. Cette excitation et le ressentiment planent sur toute sa correspondance anonyme. Ainsi s'explique notamment la complaisance qui s'y révèle à évoquer dans ses plus petits détails l'acte sexuel et ses organes. Ils encouragent donc les juges à se montrer très indulgents vis-à-vis d'une malheureuse névropathe déjà bien punie par l'indignation qu'elle a soulevée. Puisse la bienveillance de la justice réhabiliter quelque peu dans l'opinion publique une pauvre malade qui n'est pas aussi méprisable que ses lettres ont pu le faire penser. Déjà bien punie par l'indignation qu'elle a soulevée, pour quelqu'un dont les actions ont abouti de façon certaine à la mort non pas d'une, mais de 2 victimes, les conclusions sont donc extrêmement favorables. Et les juges, pendant le procès qui se tient à Tulle, le 4 décembre 1922, vont suivre ce rapport. Et puis, si le public est venu en nombre, c'est une foule qui s'entasse dans la salle d'audience, eh bien, très peu seulement osent témoigner, osent dire à la barre ce qu'Angèle a écrit sur eux, ce qui allège encore un peu plus le poids de l'accusation. La jeune femme de 37 ans est condamnée avec 1 mois de prison avec sursis, 100 francs d'amende pour les délits de diffamation et injure publique, et 500 francs pour contravention d'injure privée. Une peine qui correspond à la qualification juridique des faits, mais qui est dérisoire au regard du nombre de victimes, de tragédies engendrées par la passion violente et l'ambition destructrice d'Angèle. Le droit, ce n'est pas la justice. Après le procès, Angèle Laval retourne vivre au 111 rue de la Barrière, à Tulle.
Elle ne quitte pas cette ville, sa ville, envers et contre tout, envers et contre tous. Elle reste cloîtrée dans le même appartement qu'elle partageait avec sa mère, jusqu'à la fin de ses jours, en 1967. Elle avait 81 ans. Elle est alors enterrée dans le cimetière, le même que ses victimes. Je suis l'œil de tigre. Je suis invulnérable. Malheur à mes ennemis. C'est le diagnostic de l'hystérie, avec les clichés misogynes et sexistes qui l'entraînent, qui a permis à Angèle Laval d'esquiver, d'une certaine façon, ses responsabilités sur le plan pénal, en tout cas sur le plan moral. Et en ce sens, la pathologisation de la délinquance féminine reflète donc à la fois le paternalisme judiciaire et médical de la société dans laquelle Angèle évoluait, et la nôtre aussi, dans une certaine mesure. Mais la difficulté, c'est que, en déresponsabilisant les femmes, on décrédibilise ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles ont à dire. Et il y a un procès qui traite de cette question. Un procès quasi mythique, qui questionne la crédibilité de la parole des femmes devant un tribunal. D'ailleurs, en réalité, c'est un procès si emblématique que c'est bien souvent le premier auquel on pense quand on s'intéresse au procès de femmes. Il a eu lieu en France en 1431. L'accusée a aidé à fonder l'identité d'un pays tout entier. Son nom est connu de tous. Jeanne d'Arc. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il n'y a pas eu un, mais 2 procès de Jeanne d'Arc, et que dans les 2, la question du genre de l'accusée était centrale. Jeanne d'Arc, un procès de genre, à retrouver dans le prochain épisode de Femmes coupables. Merci à Isabelle Siak, psychologue et autrice, notamment de l'essai « En finir avec l'hystérie féminine » paru chez Plomb en 2023. Et surtout, merci à Francette Vigneron, journaliste et autrice de l'ouvrage « L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire des lettres anonymes de Tulle », sans lequel ces épisodes n'auraient pu voir le jour. Un grand merci à elle. Femmes coupables, un podcast La Première de Juliette Proutot, réalisé par Anna Bui et mixé par Simon Zrac.